Vincent, on entend ici que les mots ont une portée, une importance. Chief Poetic Officer, déjà pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est? Euh, un Chief Poetic Officer, c'est quelqu'un qui poétise le monde. Je me suis donné comme mission de vie il y a 10 ans maintenant de réenchanter le monde avec la poésie pour créer un monde d'harmonie. Et ça a été ça, en fait, le premier point de départ, ça a été d'être en quête d'harmonie, et notamment à travers la poésie, parce que la poésie a cette double dimension d'être à la fois un art thérapeutique, pour pouvoir se livrer, libérer ses émotions, la parole, etc. Et aussi un art utopique, pour pouvoir essayer de contempler un idéal demain, un horizon commun pour demain. Et donc, ça a été pour moi quelque chose de très puissant pour pouvoir à la fois moi m'élever et aussi pouvoir, comme je dis souvent, en fait, de trouver ma propre lumière et d'essayer d'éclairer le monde avec, parce qu'on peut tous être des leaders de notre propre cause. C'est pour ça que j'utilise le terme de leader poétique, parce que justement, on a tous une singularité qu'on peut mettre au service de l'humanité. Et donc, dans les mots, il y a ce truc-là de quand on emploie un champ lexical, pour trouver le mot juste dans la communication au présent, il y a cette notion-là des mots qui sont chargés d'énergie. Et donc d'employer des mots positifs, d'employer des mots qui ont lieu à l'émerveillement, la justesse aussi des mots aussi, en fait permet de s'élever, d'avoir un supplément d'âme. Et de pouvoir, justement, c'est Chesterton qui disait le monde ne mourra pas par manque de merveille, mais par manque d'émerveillement. Et c'est beau justement d'utiliser des beaux mots pour pouvoir s'élever vers demain aussi. Alors, on le voit rien qu'en allumant sa télé, c'est un peu le chaos dans tous les domaines de notre société, que ce soit à l'échelle politique, dans nos vies individuelles parfois, et absolument partout sur le globe. Est-ce qu'il n'y a pas besoin justement de proposer aujourd'hui des narratifs qui soient plus désirables pour nous, pour le collectif? Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est vrai que la lutte écologique, elle est triple. Elle est d'abord scientifique, pour comprendre les données disponibles au présent. Et ensuite, elle devient poétique, pour pouvoir donner envie à aller vers un avenir désirable. Et ensuite, elle devient politique, parce que justement, pour faire cœur en société, et puis de pouvoir y aller ensemble demain. Euh, la poésie, il y a cette notion-là dedans, il y a le champ lexical pour trouver le mot juste, il y a aussi le champ des possibles pour aller contempler demain, et aussi le champ émotionnel. Comment est-ce qu'on peut parler d'âme à âme, de cœur à cœur? Et en fait, c'est un peu, moi je considère que la poésie, comme l'anglais, qui est la langue de communication internationale, la poésie c'est aussi une forme d'espéranto. Parce qu'on dit souvent qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'il existe une fine ligne quand on parle du cœur à cœur pour pouvoir créer du coup un narratif, une histoire de demain qui puisse être audible, attractive et inclusive pour que tout le monde ait envie de coécrire l'avenir. Et donc c'est beau justement d'employer des mots qui puissent permettre à chacun de s'identifier et puis de jouer un rôle aussi dedans. Un monde en harmonie, c'est un monde où justement réenchanté, c'est un monde où chacun est dans sa zone de talent pour pouvoir contribuer au monde qui nous entoure. Donc on a besoin de nouveaux narratifs, on a besoin de montrer ce que c'est, notamment une vie en harmonie, une vie poétique. C'est quoi une vie poétique, justement, où chacun peut faire sa part de colibri, être dans un temps long, avoir une part de spiritualité. Il y a Edgar Morin qui disait la vie n'est supportable pas parce qu'on y met de l'utopie, mais de la poésie, c'est-à-dire de l'intensité, de la joie, du bonheur, de l'amour et de la fête. Je trouve ça beau, en fait, d'aller vers quelque chose, de donner envie d'aller vers une vie plus belle, en fait. Se mettre à nu et raconter son histoire personnelle, c'est de plus en plus accepté et on essaie justement je pense, de faire tomber un peu des barrières parce que pendant longtemps, on nous a fait croire que être vulnérable dans l'espace public, c'était une faille, c'était quelque chose de mauvais et on ne pouvait pas être un leader si on était vulnérable. Donc, est-ce que Vincent, avec ton nouveau job de Chief Poetic Officer, il y a un peu cet enjeu aussi de faire comprendre aux leaders dans les entreprises notamment qu'être vulnérable et utiliser la poésie, en fait, c'est pas du tout un problème? Si, ouais, justement, c'est le point d'inflexion, c'est de dire que c'est notre vulnérabilité qui nous connecte à l'humanité. Et donc justement d'ouvrir une partie de son intimité pour pouvoir se connecter à son audience, et notamment en tant que leader, quand vous avez besoin d'amener des équipes vers une vision que vous avez demain, déjà que la vision elle puisse être justement être une vision un peu commune, partagée et partageable, et aussi en fait que vous donnez une partie de votre histoire personnelle, comment effectivement on passe du personnel à l'universel en passant par l'émotionnel. Et donc ça donne lieu à chaque fois justement, parce que dans les cadres entreprises où en fait on s'octroie pas trop le droit en fait d'être vraiment soi-même, et je pense qu'à l'inverse, le plus bel acte poétique dans la vie, c'est d'être soi. Pas de croire en soi, mais d'être soi. Parce que atypique et poétique est justement d'assumer sa part de singularité. Et en fait, en entreprise, quand je fais écrire des poèmes à des dirigeants, des collaborateurs, et ensuite ils viennent sur scène pour les partager, c'est un spectacle humain absolument sublime, parce qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui est en accord avec ce qu'elle dit et ce qu'elle fait.
Et en fait, c'est là où on voit les gens éclore, on les voit trembler, on les voit vibrer, on les voit parfois pleurer. Et c'est ça qui est beau, en fait. Et on se connecte à la personne. Et c'est un vrai beau moment humain. Et je pense que justement, c'est pour ça que moi, j'utilise la poésie pour humaniser le capitalisme et pour pouvoir donner une trajectoire au monde, justement, à des personnes qui ont de l'impact, pour pouvoir les mettre dans une trajectoire. Ils passent du jeu au nous à un plus grand tout, pour avoir conscience un petit peu des enjeux de ce siècle et les remettre dans cette trajectoire-là. Et c'est beau, en fait, ce supplément d'âme, parce qu'en fait, ça crée des déclics. Donc c'est des très beaux moments et qui sont hyper puissants et très émouvants aussi. Ouais. Et c'est dingue parce que, en tout cas, dans l'espace politique, on a régulièrement associé les personnes qui parlaient avec beaucoup d'émotions, qui parfois se laissaient déborder aussi, notamment par de la colère ou des émotions qui sont jugées presque comme pas saines finalement dans ces domaines-là. On les rejetait soit du côté populiste, soit du côté populaire. Donc comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça et aussi peut-être pas armer avec le fait de bien manier ses mots, une élite qui pourrait retourner ça peut-être pour manipuler parfois? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Il y avait Charlie Chaplin qui disait que la poésie, c'est une lettre d'amour adressée au monde. Je pense que c'est compliqué, en fait, en vrai, de d'écrire un poème ou de la poésie avec de la haine. C'est quand même un élan d'optimisme vers l'avenir, on est quand même connecté à l'idéal. Il y a Ferlinghetti qui avait cette magnifique phrase sur la poésie qui disait que la poésie, c'est la voix de la quatrième personne du singulier. Et en fait, quand on écrit en poésie, juste de manière inhérente, en fait, on est entre le on et le nous, entre soi et le monde, entre le présent et l'avenir. Et en fait, on ne peut pas tricher. On est connecté aux sources de l'être, à l'âme du monde. Et c'est beau, en fait. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une vraie magie inhérente à l'acte poétique, à l'acte d'écriture poétique. Et bien évidemment, au côté de ce qu'on appelle le poétique, c'est-à-dire habiter poétiquement le monde, à savoir voir le bon, le beau, le bien, le subtil, les énergies invisibles, pour essayer de se connecter à l'essentiel de pourquoi on est vivant, en fait, et d'être au final de faire un avec le vivant. Donc il y a très belles choses à faire, en fait, dans cette trajectoire-là. Finalement, des personnages avec plein de facettes et les leaders politiques ont également plusieurs facettes. Est-ce que vous pourriez nous en parler, Vincent? Ouais, moi j'ai un mantra qui est la poésie sauvera le monde, comme la beauté, et nous sommes tous des poètes. Parce qu'on a tous ce génie artistique en nous, on a tous cette capacité en fait à créer de belles œuvres d'art ou à faire de notre vie une œuvre d'art. Et aussi en fait parce que la poésie c'est quand même un art ancestral qui est accessible à tous, qui demande juste un stylo, des feuilles et un cœur pour écrire. Et en fait, en grec ancien, poésie, ça veut dire créer et faire. Donc en fait, le poète, c'est pas juste quelqu'un qui écrit des vers, mais c'est quelqu'un qui justement qui est un acteur du changement, un créateur du nouveau monde, qui participe à la vie de la cité. Et donc on est tous en fait dans cette capacité d'être le leader de notre propre cause, choisir un idéal, choisir une cause, notre singularité, et la mettre au service de l'humanité. Et donc pour être des leaders poétiques. Donc les leaders poétiques, moi ce que j'appelle des leaders poétiques, c'est des leaders engagés qui ont un supplément d'âme et qui essayent de réenchanter le monde et coécrire l'avenir et qui justement en se focalisant aussi sur l'essentiel. Et en fait quand je regarde en fait les facettes de la personnalité que peut avoir un leader poétique, il y a à la fois le côté dictionnaire sur le fait de jouer avec les mots, développer son influence avec de l'éloquence, de la prise de conscience et aussi de la cohérence. Et ça, c'est le fait d'écrire le discours de sa vie et de notre avenir. Ensuite, il y a l'imaginaire, c'est le fait de voir, en fait, de rêver à l'un ou les possibles, d'imaginer d'autres mondes possibles et puis s'émerveiller en fait du monde. Le troisième, ça va être l'humanitaire. Comment est-ce qu'on peut élever et servir l'humanité pour voir le bien de l'humanité. Le quatrième, ça va être le visionnaire, comment est-ce qu'on peut créer de nouveaux narratifs demain et dessiner des futurs souhaitables. Ensuite, il y a le missionnaire, comment est-ce qu'on a ce côté avoir un pacte avec le monde, de s'engager sur sa mission de vie. Ensuite, il y a le révolutionnaire, bien évidemment, cette capacité à changer de cap, à transcender la réalité, ce qui est une des premières choses qu'on demande des leaders. Ensuite, il y a le planétaire. Aujourd'hui, comme vous avez vu tout à l'heure avec Jean-Pierre Gou sur la Révolution bleue, sur Gaïa, cette notion-là de trouver l'ikigai du monde entier, en fait, de l'écosystème du vivant, et de trouver l'harmonie en tout et dans tout. Et enfin, le gestionnaire sur cette capacité à œuvrer ensemble avec du calme, avec du temps long et de l'empathie pour pouvoir co-construire ce monde sur le temps durable demain. Donc c'est un petit peu ça qui, je pense, forme en fait un leader complet pour adresser les enjeux de ce siècle-là. On approche doucement de la fin de notre session. Il me semble qu'il y avait un petit poème qui était prévu pour conclure tout ça. Avec plaisir. Alors.
un poing en l'air et l'autre main sur le cœur, en guise de je t'aime pour transcender le système et rassembler les quelques loups solitaires sur un tout solidaire dans un monde de merveilles. Poète béni, supplément d'art, quête d'harmonie, guise de rempart, planète amie en étendard, des milliards de colibris faisant leur part.